Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais discuter avec vous de la partie messagerie d'Amazon. Vous le savez, c'est possible d'envoyer depuis déjà plusieurs années maintenant des emails et des messages directement à vos clients Amazon. Et on vient de recevoir un email de la part d'Amazon qui nous prévient qu'ils viennent de mettre à jour les règles de communication entre acheteurs et vendeurs. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on prenne quelques minutes ensemble pour vous expliquer en détail ce que vous avez le droit de faire à travers cette messagerie, ce que vous risquez si vous ne respectez pas ça, et surtout comment le faire correctement. Et pour ça, on passe directement derrière mon écran. Donc nous voici sur l'article de blog que j'ai rédigé il y a quelques jours, et qui va vous expliquer vraiment tout en détail la partie et la communication des nouvelles règles d'Amazon. Donc ces nouvelles règles, elles vont entrer en vigueur le 3 novembre 2020. Ça nous laisse encore quelques temps, j'ai envie de vous dire, pour mettre à jour vos templates ou tous les autres types de messages que vous envoyez. Donc voilà, donc faites attention, ça prend du temps, ne le faites pas à la dernière minute, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut encore une fois peaufiner et qu'il faut travailler avec assez de doigté. Donc, nous, on va s'attarder vraiment sur les messages autorisés proactifs. Un message autorisé proactif, c'est quoi? C'est un message que le vendeur initie vers l'acheteur. Donc c'est vous qui provoquez la discussion et pas l'inverse, d'accord? Donc pour envoyer des emails autorisés proactifs, vous avez soit l'option manuelle du seller central. Pour ça, il suffit d'aller dans Commandes, vous sélectionnez le nom d'un client, vous cliquez dessus, d'accord? Et vous sélectionnez la raison, d'accord? Et ensuite, vous avez des mail types, ou alors vous allez pouvoir envoyer vous-même votre message directement à l'acheteur. Cette manière de faire est un petit peu trop manuelle à mon goût, surtout si on commence à avoir un nombre de commandes assez élevé. Donc, et c'est pour ça qu'on existe aussi, hein, c'est que on a automatisé l'envoi d'emails proactifs à travers Cockpit, d'accord? Donc, vous allez paramétrer un système et un email, ou plusieurs emails, et directement le système l'enverra au client au moment opportun sur la base de votre paramétrage. Soit sur la date de livraison, soit sur la date de l'expédition, etc., à une certaine heure. Et voilà, différents critères qui font que votre email partira en fonction de votre bon paramétrage. Les messages autorisés proactifs. Donc, qu'est-ce que Amazon nous autorise à envoyer? Donc, demander une évaluation produit ou vendeur. Déjà, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a le droit et Amazon nous autorise à envoyer des demandes d'évaluation produit et vendeur à travers la messagerie du seller central. Programmer une livraison d'un article encombrant ou lourd, j'ai envie de vous dire, ça va un petit peu avec les planifier un service Amazon Home Service. Donc le Amazon Home Service, c'est un service qui n'existe pas encore en Europe, mais aux US. Par exemple, l'installation d'une télé que vous avez achetée, ou ce genre de petits services. Okay, demander, résoudre des problèmes, ok. Demander des informations nécessaires à la finalisation d'une commande. Si jamais vous avez besoin d'informations différentes ou plus particulières ou un peu plus détaillées, vous avez le droit d'envoyer des messages. Maintenant, est-ce qu'on peut l'automatiser? J'ai envie de vous dire, si vous automatisez ce genre de message, c'est peut-être que votre produit a quelques soucis, d'accord? L'envoi de factures. Alors, Amazon nous autorise à envoyer des factures à travers la messagerie. Ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que, vous le savez, depuis maintenant quelques semaines, Amazon impacte la performance des vendeurs sur votre seller central si vous ne téléchargez pas la facture de chaque commande. Et donc, du coup, si elle est téléchargée dans votre seller central au niveau du gestionnaire de commande, eh ben, le client, lui, a accès à cette facture directement à travers son compte client, d'accord, au niveau de son gestionnaire de commande à lui. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait envoyer des factures à travers la messagerie? C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Par contre,
il y a, je pense, pendant un certain laps de temps où les clients doivent s'habituer, eh ben, les vendeurs doivent peut-être éduquer et apprendre au client à aller chercher lui-même au bon endroit sa facture. Et pour ça, sur Cockpit, ben, il y a un petit bouton en forme d'avion, il suffit de cliquer dessus et on envoie un message pour dire au client où se trouve sa facture avec un lien direct. Et du coup, au fur et à mesure qu'il va recevoir des emails de ce genre, eh ben, il va savoir où aller chercher sa facture tout seul. Et du coup, ben, ça évite de perdre du temps, ça évite des échanges d'emails. Et surtout, il y a accès tout de suite au moment où il en a besoin. Donc c'est pour ça que l'envoi de facture à travers la messagerie, je trouve ça un petit peu pas forcément utile, j'ai envie de vous dire. Et je vois pas pourquoi Amazon l'autorise encore. Vérifier un design ou une personnalisation d'un produit Amazon Custom. Ouais, ça, c'est clairement obligatoire et normal. Si vous achetez un produit personnalisé avec quelque chose qu'il faut bien être sûr avant de produire le produit, c'est normal qu'on ait l'autorisation de demander plus d'infos ou de valider peut-être le design avec le client. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'envoyer au client à travers la messagerie? Les confirmations de commande ou d'expédition. Normal, dès que le statut de la commande change et passe d'une confirmation à une expédition ou d'une expédition à une livraison, vous recevez, enfin, ou le client reçoit un email direct. Je ne sais pas si vous êtes client d'Amazon, si vous achetez régulièrement. Pour ma part, je le fais assez régulièrement et ma femme peut-être trop. Mais dès que le transporteur et l'employé d'Amazon me livre, dans les 5 minutes, je pense qu'il a cliqué sur un bouton pour dire qu'elle est livrée, je reçois un email pour me prévenir que ma commande a été livrée. Donc, ça sert strictement à rien d'envoyer ce genre d'email, ou même pour confirmer la commande. Amazon le fait, il y a des emails types, et j'ai envie de vous dire, quelle est la plus-value d'envoyer ce genre d'email? Pas grand-chose. Donc si en plus vous êtes en doublon par rapport à Amazon, ça sert strictement à rien, c'est normal qu'Amazon ne l'autorise pas. Des emails qui disent seulement merci. Alors, j'étais un petit peu surpris en voyant ça dans le communiqué d'Amazon, mais s'ils l'ont mis, c'est forcément que certains vendeurs envoient ce genre de message. C'est cool, c'est gentil, c'est de l'amour, c'est super, mais ça sert pas à grand chose. Donc j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'Amazon ne l'autorise pas encore une fois. Il faut savoir que la gestion de serveurs, ça coûte énormément. Enfin, je ne vais pas vous faire un laïus à ce sujet, mais sincèrement, il y a énormément de pollution et de coûts et de frais pour les sociétés dans l'informatique. Si on peut éviter quelques emails ou quelques newsletters ou ce genre de choses, sincèrement, on le fait parce que ça a un impact négatif. Donc voilà. Envoyer des promotions, normal, ça c'est Amazon qui gère toute la partie promotionnelle de la part à la place des vendeurs. Donc ce n'est pas à vous d'aller faire du marketing sur la plateforme d'Amazon. Soumettre des évaluations positives du produit ou du vendeur. Un peu plus haut, on a vu que Amazon autorise la demande d'évaluation produit ou vendeur. Et là, on a un petit bémol et un petit rappel à l'ordre. Donc, ici, je vous ai mis un petit encart. C'est-à-dire que on a le droit de demander des avis à travers la messagerie d'Amazon, mais on n'a pas le droit d'inciter le client à laisser un avis positif. Donc, on n'a pas le droit de lui dire s'il est content, merci de laisser un avis. S'il est content, ça biaise le truc, d'accord? Ça biaise son avis. Et du coup, bah, s'il n'est pas content, il fait quoi? Il ne va pas laisser un avis? Donc voilà, ce genre de phrasé, ce genre de stratégie ou d'entourloupe, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais on va dire que la langue française est quand même assez riche. Et Amazon n'autorise pas le fait d'inciter l'évaluation entre guillemets du client. Donc voilà, faites très 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 attention à ce point-là.
c'est quelque chose où il faut rester vraiment assez neutre, d'accord? Ou alors avec des tournures de phrases qui font que des robots ou des algorithmes n'arriveront pas forcément à détecter que vous incitez forcément un 5 étoiles si le client est satisfait. Passons maintenant à ce qui peut être inclus dans les messages. Donc, le premier point, c'est les liens vers le désabonnement. Forcément, en dessous de chaque email, on ne va pas demander au client ou à l'utilisateur de se désabonner de la messagerie d'Amazon. Pourquoi? Parce que derrière, il y a d'autres vendeurs, il y a d'autres personnes, et surtout, il y a Amazon qui veut pouvoir envoyer des emails. Donc si ils sont un petit peu frustrés de la part des emails qu'ils reçoivent de la part de certains vendeurs, qu'ils se désabonnent, forcément derrière Amazon n'aura pas la capacité à aller leur envoyer des emails peut-être un peu plus ciblés ou un petit peu plus aux besoins entre guillemets des clients et des analyses marketing qu'ils ont pu faire ou du reciblage ou tout ce que vous voulez. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, un petit peu normal qu'on puisse pas faire en sorte que, ou de simplifier la vie à l'acheteur, au client, pour qu'il se désabonne. Le contenu sensible avec des images, peau nue, violence, grossièreté, voilà, ça j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je pense qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus. Les liens externes, à moins qu'il ne s'agisse de liens de travail sécurisés, HTTP ou HTTPS, nécessaires à l'exécution de la commande ou de liens vers Amazon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amazon n'autorise pas à ce que vous envoyiez des liens sur un site externe à Amazon. D'accord? Donc implicitement, ça veut dire que vous avez le droit d'envoyer des liens vers Amazon. Normal, non? Donc si vous voulez faire du marketing ou de l'affiliation ou rajouter vers un autre produit peut-être que vous avez dans votre catalogue qui est en relation avec le produit initial, toujours sur Amazon bien sûr, eh bien ils ne disent pas si c'est pas interdit ou non. Donc j'ai envie de vous dire, par défaut, il faut prendre la règle comme elle est écrite, et du coup, ben, on a le droit. Pour moi, on a le droit. Par contre, on va revenir sur les liens externes. Et là, au niveau des liens externes, c'est marqué que, à moins qu'il ne s'agisse de liens de travail nécessaires à l'exécution de la commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin que le client... on va prendre un exemple concret. Un utilisateur, un vendeur, pardon, qui vend un traceur GPS ou un autre produit un petit peu high-tech comme ça, sur lequel il va falloir lancer et, j'ai envie de vous dire, ouvrir la garantie de l'achat. Ça peut pas être quelque chose qui est fait automatiquement, d'accord? Donc du coup, on va obliger, ou du coup, on va inciter le client Amazon à venir sur votre site internet en ajoutant le numéro de la commande et d'autres informations si vous le souhaitez, pour activer sa garantie ou son abonnement ou tout autre système qui ne peut pas être réalisé directement sur Amazon. Donc ça, c'est quelque chose qui est autorisé de la part d'Amazon. N'abusez pas, faites pas les bourrins, on va pas demander une garantie si on achète une tasse, d'accord? Donc il faut vraiment rester crédible et rester dans les choses qui sont nécessaires, comme le mentionne Amazon dans son communiqué. Vous n'avez pas le droit d'ajouter des logos s'ils contiennent des liens vers votre site internet. Normal, hein, on n'a pas le droit d'envoyer du trafic en dehors d'Amazon, donc c'est normal que les images ou les logos ne renvoient pas non plus des liens vers votre site internet. Adresse électronique ou numéro de téléphone. Encore une fois, le but d'Amazon avec ces règlements, c'est le client d'Amazon, c'est pas le vôtre, je suis désolé, mais donc c'est normal qu'ils ne veulent pas que les clients, ils sont arrivés chez Amazon, et ensuite, hop, on les prend et on va les faire acheter sur notre site internet. Personnellement, je sais pas si ça fonctionne, peut-être sur quelques clients, j'ai envie de vous dire, mais moi personnellement, j'achète sur Amazon, j'achète quasiment que sur
Amazon. Si j'ai envie d'un produit ou si je recherche un produit, je ne le recherche pas dans Google, je vais sur Amazon, je cherche directement mon produit. Si le prix est dans les tarifs que je m'étais fixé, ou voilà, j'achète et si je ne suis pas satisfait, je renverrai le produit. Mais je ne suis pas là à comparer si le prix il est 5 euros moins cher sur un autre site internet, etc., etc. Donc, je pense que si je le fais, d'autres clients doivent le faire également. C'est tellement simple, il y a la confiance et en plus, si on n'est pas satisfait, on renvoie. Donc, essayer de détourner du trafic, ça peut être une stratégie, mais j'ai envie de vous dire, pour quelques clients, ça vaut pas le coup d'aller se faire, d'aller enfreindre les règles de communication avec Amazon. Suivi du pixel ou des images, normal, on n'a pas le droit de mettre des petits scripts ou des petits pixels, histoire de targeter ou de retargeter des clients et ce système. Donc ça, c'est interdit, strictement interdit. Pièces jointes, à l'exception des instructions relatives aux produits, des informations sur la garantie ou des factures. Donc en pièces jointes, on a le droit d'inclure des factures, comme on l'a vu, mais on a aussi le droit d'inclure des instructions relatives aux produits. Donc, quid du e-book? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Est-ce que si vous vendez des brosses à barbe, vous avez le droit d'envoyer un petit e-book? Voilà, c'est quelque chose sur lequel c'est un petit peu vague, j'ai envie de vous dire. Donc, par défaut, je continuerai à le faire, à condition que, ben voilà, peut-être ajouter des instructions avec votre e-book, ça peut être quelque chose qui fera passer la pilule peut-être. Dans tous les cas, n'abusez pas, encore une fois. Au niveau du style des emails et des messages, Amazon n'autorise pas les emails à contenir des emojis ou des gifs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'était pas au courant avant cette mise à jour. Donc, nous, on va aller mettre nos templates à jour en conséquence, d'accord? Attendez quelques jours le temps qu'on les fasse et qu'on fasse les traductions également. Si vous avez vos propres templates, surtout allez les modifier rapidement. Voilà, pour être honnête, on était en train d'ouvrir une bibliothèque connectée à Giphy pour aller plus simplement ajouter des GIFs dans l'éditeur et dans les emails. Et ben c'est quelque chose qui ne sera plus autorisé dorénavant à partir du mois de novembre. Donc faites très attention à ce niveau-là, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous bloquer, donc voilà, faites attention. Pourquoi? Je sais pas, c'est de plus en plus dans l'air du temps de mettre des petits gifs, de mettre des petits emojis. Donc voilà, je comprends pas, mais dans tous les cas, c'est comme ça, et vous n'avez pas le choix. Faites ensuite très attention aux marges, faites attention aux images. Aux polices de trois tailles, donc on n'a pas le droit d'avoir des gros, des gras, etc., etc. Pardon, des gras, on a le droit, mais pas des gros formats qui ensuite reviennent en paragraphe normal. Donc voilà, faites très attention sur la disposition de vos balises H1, H2, H3. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire un peu attention. Essayez de rester plus ou moins sobre sans avoir un sapin de Noël, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est peut-être le but d'Amazon dans cette directive. Ensuite, tout ce qui est faute d'orthographe. Alors, là, c'est peut-être un des points les plus compliqués pour certains parce qu'on a vu certains emails voilà, dont le français est peut-être pas la langue native de ces personnes, mais en tout cas ça piquait les yeux. Maintenant, comment Amazon va le détecter automatiquement dans les emails, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai peut-être un petit peu plus de réserve, j'ai envie de vous dire. S'il manque un S, ou si on met 2P, ou le ça va si on met un S, voilà, ce genre de choses, à voir comment ça réagit, mais dans tous les cas, essayez de prendre un dictionnaire ou de prendre un Word ou même de prendre quelqu'un qui rédige votre email à votre place si jamais le français c'est pas votre langue ou votre tasse de thé.
Le non-respect des règles de communication d'Amazon. Donc, c'est vraiment très important de prendre en compte les différents changements et les différentes règles de communication qu'Amazon vient de nous envoyer, d'accord, et que je suis en train de partager avec vous. Parce que, en cas de non-respect avéré, mais vraiment abusé, d'accord, vous risquez de vous faire bloquer la messagerie. Donc je dis bien la messagerie, pas votre compte vendeur, mais la partie messagerie de votre seller central. Donc vous n'aurez plus l'opportunité et la possibilité d'envoyer des messages proactifs à vos clients. Et je pense que c'est un des buts les plus utilisés quand on utilise la messagerie et l'envoi de messages proactifs, d'accord, ou l'envoi d'instructions, ce genre de choses, voilà. Donc si jamais vous ne respectez pas, Amazon vous bloquera la messagerie pendant 30 jours. Si vous ne mettez pas à jour vos templates, vos messages, vous risquez le blocage définitif de la messagerie. Et j'ai envie de vous dire, ensuite, ils disent qu'ils peuvent bloquer votre compte vendeur, mais je vois pas comment, parce que vous ne pouvez plus respecter ou ne pas respecter justement la partie messagerie, parce que vous ne pouvez plus envoyer d'email. Donc voilà, ils l'ont mentionné, mais j'ai envie de vous dire, c'est très très rare. À titre personnel, on a 4 utilisateurs qui se sont fait bloquer la messagerie sur Amazon depuis 2016. En regardant bien, on a vu que ils n'ont pas du tout respecté les règlements et même les anciens règlements de communication d'Amazon. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal d'être bloqué et de se voir sanctionné. Dans tous les cas, si la partie copywriting, si la partie messagerie ne vous fait peur, peut-être, si vous n'avez pas le temps de rédiger ou de mettre à jour vos templates, sachez qu'on vient de sortir une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la Review Request. Donc la Review Request, c'est quoi? Vous avez certainement dû voir dans votre seller central et dans le détail du gestionnaire de commandes. Donc si on se rend sur le seller, on va dans commandes, gérer les commandes. On va dans le détail, donc on rentre dans une commande. Et ensuite ici, vous avez un bouton qui s'appelle demander un avis. Et nous, ce qu'on a fait, c'est simplement d'aller automatiser cette demande d'avis. Donc en cliquant dessus, vous avez la demande d'avis qui va être envoyée. Attention, la demande d'avis ne peut être éligible que entre une certaine plage de date, c'est-à-dire entre 5 et 30 jours à partir de la date de livraison de la commande. Avant, c'est pas possible, après, ça n'est plus possible. Donc c'est pour ça que là, sur cette commande, la demande d'avis n'est plus admissible. Pourquoi? Parce que j'ai même déjà envoyé une demande de review request sur cette commande. Donc on ne peut pas renvoyer une deuxième fois une review request ou un follow-up, d'accord, sur cette demande d'avis et de review request. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est une fonctionnalité qui est totalement à 100% autorisée par Amazon, d'accord? Ça ne passe même pas par la messagerie du seller central. Il suffit de cliquer dessus et un email type va être envoyé. Une fois que vous allez appuyer sur ce bouton de demander un avis, un email va être envoyé automatiquement de la part d'Amazon. Vous n'avez pas la possibilité de le personnaliser, vous n'avez pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Amazon l'enverra dans la langue préférée de votre client. Donc si c'est un anglais, il sera traduit en anglais. Si c'est un allemand, il sera traduit en allemand, etc. etc. Donc vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est appuyer sur ces boutons de demande d'avis. L'email, il va se représenter un petit peu, il aura cette tête-là, d'accord? Donc avec en gros et en gras, votre opinion compte, d'accord? Je vais essayer de vous le traduire en français. C'est marqué ici. Donc le nom du vendeur, donc ça va être le nom de votre boutique, vous demande de partager votre expérience pour votre récente commande avec d'autres acheteurs Amazon. Veuillez prendre un moment pour passer en revue votre achat récent sur Amazon. Évaluer cet article, donc là ça va être les 5 étoiles pour évaluer le produit, donc une demande d'avis produit. Et ensuite, vous avez un bouton, donc vous avez l'image du produit, d'accord? Et ensuite, vous avez un bouton
qui va envoyer sur l'évaluation du vendeur. Donc si vous faites du retail, forcément vous avez peut-être plus intérêt à avoir des avis sur le vendeur, et si vous êtes en private label, vous avez forcément plus besoin d'avoir des avis sur votre compte produit, sur le produit en lui-même. Malheureusement, avec cet email, vous n'avez pas la possibilité de choisir ou de personnaliser ou de faire quoi que ce soit. C'est un message type qui est envoyé par Amazon et on ne peut pas trop le custom ou définir notre besoin réel, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main, voilà, tout simplement. Comment automatiser cette review request? On l'a vu ici, j'ai dû aller dans la commande, le détail de la commande et cliquer sur demander un avis. Ensuite, je vais sur une autre page. Si jamais c'était autorisé, je devais cliquer sur valider et ensuite revenir sur chaque commande. Ça peut être un petit peu long et chronophage à partir du moment où on a encore quelques commandes par jour, d'accord? Surtout qu'on a un temps limité pour demander des avis. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez aller sur votre compte Cockpit, dans Évaluation, Review Request. Vous allez tomber ici. Normalement, le bouton sera sur Non, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette page. Ensuite, si jamais vous n'avez pas les statistiques ici et les différents diagrammes, il va falloir cliquer sur Autoriser. Et là, vous avez l'autorisation de la boutique US, mais vous devriez avoir la boutique Europe si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, il y a 2 ou 3 paramétrages à faire, c'est tout. On va vous demander, au bout de combien de temps vous voulez envoyer la demande de review request. Comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de l'envoyer entre 5 et 30 jours après la date de livraison du produit. Nous, par défaut, on s'est basé sur la date d'expédition qui est un petit peu plus juste, d'accord, et un petit peu plus mise à jour de la part d'Amazon. Donc, on s'est mis 28 jours. Et donc, on va décider, avec ce simple curseur, d'envoyer nos avis et nos demandes de review request au bout de 20 jours. Ça, c'est à vous de le piloter comme vous voulez. Mon petit conseil, c'est de ne pas le mettre trop tôt. Pourquoi? Parce que ici, on a une option. Par défaut, elle est décochée, c'est-à-dire qu'on ne va pas inclure les retours. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si un client a commandé son produit, si jamais il le renvoie au bout de 5 ou 10 jours, eh ben nous, on va exclure la demande d'avis pour ces produits. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Il n'est pas content, il a retourné son produit pour X ou Y raison, mais il n'est pas satisfait. Donc du coup, ça serait idiot de lui demander un avis. Le problème, c'est que si vous envoyez votre demande d'avis un petit peu trop tôt, il se peut que le produit ne soit pas encore retourné de la part du client. Il a 30 jours pour le retourner, donc j'ai envie de vous dire, il faut vraiment faire attention à ça. Personnellement, je vous dirais de mettre la review request sur 15, 20, voire 25 jours, mais voilà, 20 jours, c'est, je pense, quelque chose qui sera très raisonnable. Ensuite, ici, vous avez l'heure d'envoi. Par défaut, on a 3 créneaux horaires, entre 4h et 9h du matin, entre 12h et 15h, et entre 20h et 23h. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aller paramétrer la review request un petit peu en fonction de votre clientèle, de vos produits. Si jamais vous vendez des produits uniquement pour les mères de famille ou les femmes au foyer, vous pouvez l'envoyer quand vous voulez, mais pas quand les enfants sont à la maison, parce que les femmes, là, elles sont un petit peu débordées. Par contre, si vous avez des produits un peu plus normaux et traditionnels, j'ai envie de vous dire, on va essayer d'éviter les heures de bureau et les heures de travail normales. Donc j'ai envie de vous dire entre 4h et 9h du matin ou entre 20h et 23h. Par défaut, ces 3 plages horaires évitent plus ou moins les gros rushs de travail ou d'activité des clients les plus traditionnels, j'ai envie de vous dire. Donc pour ça, à vous de faire votre choix. Ensuite ici, je vous conseille toujours de laisser décocher cette case, à moins que vous soyez un petit peu maso et que vous souhaitez envoyer des demandes d'avis, même pour des commandes relatives à des retours.
Et ensuite, ici, ben, vous allez avoir des différents diagrammes par marketplace qui vont vous référencer le nombre de review requests qui sont envoyés ici en vert, en attente en jaune et en rouge, celles qui ont été annulées. Et ça par marketplace. Ici, on peut même filtrer par différents prix pour avoir un petit peu des statistiques sur ce qui a été envoyé. D'après quelques chiffres et d'après quelques statistiques qu'on a reçues de la part d'Amazon, on avoisine les 30% de review request. Donc voilà, encore une fois, ça dépend du produit, ça dépend de votre clientèle, de votre cible, etc. etc. Donc n'allez pas espérer des chiffres astronomiques. Encore une fois, c'est quelque chose sur lesquels il va falloir travailler et sur lesquels on va communiquer au fur et à mesure. Ensuite, une fois que tout ça est paramétré, ça vous a pris même pas une minute, cliquez oui, autoriser le nombre de jours, la plage horaire et si vous voulez activer ou pas les retours. Ensuite, on va laisser faire les robots, les algorithmes, pour qu'ils fassent leur travail. Et ensuite, si vous voulez aller voir chaque commande, il va falloir aller dans Commande, Commande. Et là, au niveau de votre gestionnaire de commandes, alors moi, ici sur ce compte, j'ai pas beaucoup de commandes, d'accord ? Mais vous devriez avoir des petites étoiles ici sur la droite qui sont soit grises, jaunes, vertes, enfin turquoise, ou alors rouge. Et en fonction de la couleur de l'étoile, eh ben c'est une review request qui a été envoyée. Ici, vous avez le détail. Ici, voilà, une étoile grise, elle affiche n'est pas admissible, que la review request n'est pas admissible. En jaune, elle s'affiche que le cas de la review request est en attente. En turquoise vert quand elle est envoyée et en rouge quand la review request est annulée. Et sachez aussi que quand on clique sur une étoile, on a une pop-up qui s'ouvre et qui va vous permettre soit d'annuler ou soit de faire différentes actions sur votre review request et d'avoir un petit peu plus la main entre guillemets sur cette nouvelle fonctionnalité. Les différents avantages et inconvénients de la messagerie et de la review request. Donc ici sur cet article-là, que je vous mettre dans la description, vous avez un petit tableau récapitulatif des avantages, j'ai envie de vous dire, et des fonctionnalités de la review request et de la messagerie sur Cockpit Lab. Donc, les demandes d'examen automatisées, oui pour les deux, la date et l'heure personnalisée, oui et oui, donc avec beaucoup plus de précision au niveau de la messagerie. Vous allez par exemple pouvoir envoyer tous vos messages et tous vos emails à 19h36 si vous le souhaitez, etc. etc. Sur la review request, on n'a que 3 plages horaires de disponibles. Conforme au règlement d'Amazon, oui pour les deux. Modèle compatible, ben forcément non pour la review request. Les styles d'écriture personnels, on n'a pas la possibilité d'aller personnaliser la review request. Inclure des pièces jointes, interdit dans la review request. Des modèles multiples, non, il n'y a qu'un seul modèle type pour la review request. Inclure la marque sur le modèle, non, c'est vous avez juste le nom du vendeur qui est inclus et personnalisé dans la review request. Image des produits sur la review request, oui, mais la taille est limitée et imposée par Amazon. Contrairement à la messagerie, vous allez pouvoir un petit peu jouer sur la taille, sur la grosseur, sur la largeur et ce que vous voulez. Donc, beaucoup plus de personnalisation, j'ai envie de vous dire, avec la messagerie de Cockpit. Demander un avis produit et vendeur pour les deux, ça sera oui, mais vous n'avez pas l'opportunité, avec la review request, de demander soit l'un ou soit l'autre. Contrairement à la messagerie du Cockpit, où vous avez par exemple l'opportunité, en fonction des produits ou en fonction de votre typologie de vendeur, soit du retail ou soit du private label, d'aller pousser les avis sur des boutons vendeurs ou sur des boutons produits. Message traduit dans la langue de l'acheteur, oui pour la review request en automatique et pour la messagerie du Cockpit, mais il va falloir créer différents templates et différents modèles de messages et d'emails
en fonction de la marketplace d'achat du client. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez la possibilité de le faire, mais qui n'est pas automatique, contrairement à la review request. Les étoiles cliquables, oui, pour les deux. Inclut le nom de l'acheteur, comme je viens de vous le dire, oui. Dans tous les cas, je vous laisse voir ce petit tableau dans le lien dans la description. Allez jeter un œil, vous allez avoir tous les détails, le tuto de comment paramètres, etc., etc., comment vous l'avez à votre disposition sur votre compte Cockpit. Et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que cette nouvelle fonctionnalité est gratuite pour tous les utilisateurs de Cockpit. Donc, c'est quelque chose que je recommande d'utiliser sans modération, j'ai envie de vous dire. Une fois que vous l'avez paramétré, vous l'oubliez et le système s'enclenche tout seul et ça ne vous coûte pas 1 euro de plus. C'est quelque chose qui, pour moi, je pense, est nécessaire et obligatoire de faire quand on est vendeur sur Amazon. L'obtention de commentaires produits ou vendeurs, c'est quelque chose qu'il faut demander, d'accord? Si vous ne demandez pas, vous n'en aurez pas forcément. Donc déjà, qu'en demandant, c'est assez compliqué d'en avoir, mais si en plus vous n'en demandez pas, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'en ramasser et d'en récolter pour votre business et votre activité Amazon. Donc ne vous en privez pas, surtout que c'est gratuit. Voilà, vous savez maintenant tout ce qui est possible de faire à travers la messagerie d'Amazon. Encore une fois, vous avez la possibilité d'envoyer des messages à travers un logiciel tiers, d'accord, comme Cockpit. Il faut vraiment faire un petit peu attention à ce que vous allez envoyer, comment vous allez le faire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est clairement autorisé de le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous en privez pas, sincèrement. C'est quelque chose qui impacte réellement l'obtention de commentaires. Amazon le sait. Et s'ils avaient décidé que ça n'avait pas un bénéfice sur l'obtention de commentaires ou pour le business des vendeurs ou même des clients, ils auraient tout simplement arrêté ce système de messagerie. Donc, c'est que il y a vraiment un intérêt à continuer à envoyer des emails pour tous les avantages et inconvénients qu'on a cités dans cette vidéo. Encore une fois, prenez le temps. C'est quelque chose qui s'étudie dans votre stratégie de communication et d'obtention de commentaires. Faites-le tranquillement. Prenez du recul. Laissez vos emails mûrir quelques jours et retravaillez-les. Mais une fois que c'est fait et ils vont s'envoyer pour plusieurs mois, pour plusieurs années. Donc il ne faut pas vous casser la tête et surtout il ne faut pas vous en priver. Pour toutes les personnes qui sont un petit peu peut-être réticentes avec la partie messagerie ou qui ne se sentent pas l'âme d'un copywriter, c'est pour ça qu'on a développé la nouvelle fonctionnalité de Review Request. C'est quelque chose qui se met en place en même pas 1 minute 50 sur Cockpit. C'est totalement autorisé de la part d'Amazon, d'accord? Donc ne vous en privez pas non plus. Et j'ai envie de vous dire, ça peut même être complémentaire de votre emailing, de votre stratégie de communication globale. Donc on envoie un email et quelques jours plus tard, on envoie un message automatisé de la review request. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir un petit peu avec les semaines qui vont venir, mais d'ores et déjà, on a des super retours de nos utilisateurs. Et sincèrement, je pense que ça va aller crescendo parce qu'on est les seuls à vous proposer ce genre de système et c'est quelque chose qui vraiment a un impact considérable sur votre activité. Que vous fassiez du retail ou que vous fassiez du private label, voire du dropshipping ou n'importe quel autre business model, la review request et l'automatisation de messages, pour moi, reste quelque chose d'indispensable dans votre activité de vendeur sur Amazon. Voilà. Si vous avez des questions sur la messagerie ou sur la review request, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo ou directement sur l'article qu'on vient de voir ensemble.